Le gouvernement nigérien réuni en Conseil des ministres le 12 décembre 2024 a annoncé son intention de déposer une plainte contre le média français Radio France Internationale accusé d'incitation au massacre intercommunautaire et de désinformation. Ceci malgré sa suspension par les autorités nigériennes depuis le 3 août 2023. Le gouvernement dénonce une campagne médiatique visant à s'aimer la division entre les communautés tout en réaffirmant son engagement pour une communication transparente sur la situation sécuritaire nationale. Retour ce soir sur la pertinence, mais également sur la portée de cette mesure dans un contexte marqué par des défis sécuritaires complexes. Et puis une autre question, ce soir, se dirige-t-on vers un déploiement d'une force de maintien de la paix de l'Union européenne en Ukraine? Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Pologne. Le sujet a à nouveau été abordé par le président français Emmanuel Macron lors de son déplacement en Pologne aux côtés de son homologue Donald Tusk. Que peut-on attendre de cette approche qui diffère étrangement de la première faite par Emmanuel Macron et dont l'objectif était de déployer des instructeurs européens en Ukraine afin de former les forces de Kiev et prendre en charge les équipements militaires expédiés par l'Union européenne. Le grand format à la rédaction, vous l'aurez dans quelques instants seulement, ceci aux côtés de nos invités. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Après la mesure de suspension ayant frappé Radio France Internationale depuis août 2023, cette fois, c'est devant les juridictions que le média français a été traîné par les autorités nigériennes. Radio France Internationale accusée notamment d'incitation au génocide, une décision prise à l'issue du Conseil des ministres tenu à Niamey ce 12 décembre 2024. Et nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus à vos côtés dans quelques instants. Habib Boubacar Touré, ça tombe bien. Vous êtes à Niamey. Bonsoir à vous, Habib. À nos auditeurs et téléspectateurs de la chaîne panafricaine, bonsoir aux techniciens et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci pour l'invitation de ce soir. Je salue également les copanélistes que vous allez présenter après moi. Et puis, en deuxième partie, nous aurons l'occasion d'aborder le théâtre des opérations. Nous serons en Ukraine avec justement ces négociations annoncées au regard justement de l'évolution du contexte sécuritaire de ce côté, mais également de la probable arrivée, pas de la probable, de l'arrivée certaine de Donald Trump au mois de janvier 2025. L'OTAN tente de jouer son va-tout après avoir fait volte-face sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Aujourd'hui, on cherche à booster non seulement l'aide militaire octroyée jusqu'ici à Kiev, mais on prévoit également un plan de paix. Et juste après le plan de paix, l'objectif est de déployer sur le terrain ukrainien une force de maintien de la paix. Effectif avancé, un peu plus de 400 000 soldats européens qui seront déployés selon bien sûr Emmanuel Macron, le président français, qui a martelé une fois de plus bien sûr ce projet lors de sa rencontre du côté de la Pologne avec son homologue polonais Donald Tusk. Mais nous, au-delà justement des souhaits, nous allons surtout questionner la pertinence de cette démarche qui diffère étrangement de la première, qui visait à déployer pas des soldats, mais des instructeurs européens du côté de Kiev. À vos côtés également, Patient Parfendom. Merci à vous, doyen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Baudelaire Nguenet, le prince de Matombe. Bonsoir à mon jeune frère pour qui j'ai beaucoup d'amitié, vraiment, et d'espoir. Il s'agit de Habib Boubacar Touré. C'est une perle rare. Quand on est un jeune comme ça, on est tout vraiment satisfait. Et on se dit que vraiment cette Afrique nouvelle en construction peut compter sur cette jeunesse. Oui. Parce que c'est une jeunesse qui est, à l'instar d'Habib Boubacar Touré, qui est capable de sonder l'avenir et de proposer des solutions pour que le lendemain ne déchante pas comme c'est le lendemain, n'est-ce pas, sous l'air des indépendances qui nous sont déçus.
À nos téléspectateurs, un bonsoir particulier. À nos techniciens, bonsoir aussi. Et une fois de plus, merci pour cette invitation. Voilà. Alors Habib, que savons-nous autour de cette plainte que compte déposer votre gouvernement contre Radio France Internationale, accusée notamment d'incitation au génocide, incitation au massacre intercommunautaire? Radio France Internationale toujours au cœur d'une véritable campagne de désinformation. On rappelle que la résolution a été prise à l'issue du Conseil des ministres tenu ce 12 décembre 2024 du côté de Niamey. C'est quoi la pertinence de cette résolution, Habib Boubacar Touré? Monsieur Nguéné, voyez-vous, depuis le 26 juillet 2023, avec les événements que vous connaissez, et l'avènement c'est des valeureux fils du Niger, notamment les membres du CNSP, qui ont donné l'espoir, enfin au peuple nigérien, mais à tout le Sahel entier, de reprendre en main sa souveraineté, sa liberté d'agir et surtout de décider par lui-même pour ce qui est de la vision que nous voudrions avoir à travers le développement que nous aspirons. La France, qui est la principale actrice du pillage de nos ressources, n'a pas entendu cela d'un bon oreille. Il y a eu d'abord les bras de fer diplomatiques, son bras armé qui est les deux chaînes à la télévision France 24 et la radio RFI, avait été mis en contribution pour continuer à actionner des leviers de division. Rappelez-vous des premiers arguments selon lesquels c'était un mouvement de convenance personnelle, que ce serait des problèmes ou du moins des défis entre Bazoum et les membres du CNSP qui auraient amené tout cela en cherchant à infantiliser cette soif de souveraineté du peuple nigérien. Les autorités avaient rapidement perçu le danger que peut être des messages de ce genre quand on sait que ce sont des chaînes qui étaient écoutées au plus fond de nos territoires. Donc il était important, dès le mois d'août 2023, de mettre fin à leur diffusion sur le territoire nigérien. D'ailleurs, sur quasiment tout le territoire de l'AES, après, quand la Confédération avait été mise en place, ça a trouvé que les trois pays étaient dans la même dynamique. Eh bien, c'est encore cet organe de propagande de la DGDSE française qui est encore mise en contribution à la suite de cette attaque qui, généralement, c'est eux, depuis le début, qui fournissent les armes à ceux qui nous attaquent, qui fournissent les raisons, même les informations. Il y a eu, comment je vais dire, il n'y a pas longtemps encore, quand ils étaient sur notre territoire, c'est eux qui donnaient les positions de nos forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités du Niger qui sont beaucoup plus informées que nous, qui l'ont révélé avec des preuves. D'ailleurs, le Mali, rappelez-vous, a même voulu porter plainte devant la plus haute instance internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, plainte qui est restée toujours lettre morte. Donc, une fois qu'ils n'arrivent plus à être sur les territoires après leur départ en décembre 2023, ils ont continué avec des relais locaux. L'information selon laquelle cette attaque aurait été sanglante et que c'était une communauté qui était visée, que les morts, les valeureux et dignes fixes du Niger qui sont morts à la suite de cette attaque dépasseraient le nombre indiqué par les autorités et qu'il y a une certaine omerta sur l'étendue réelle des massacres qui ont eu lieu, a été relayée d'abord par ceux que le CNSP a dégagés du pouvoir. Ces Nigériens-là qui sont perdus, qui ont eu le vertigo du pouvoir et surtout qui étaient dans une opulence inimaginable avant le 26 juillet 2023 et qui aujourd'hui vivent en exil et n'espèrent que la foudre, que tout ce qui peut exister de mauvais ne puisse tomber sur le peuple nigérien. Donc ce sont eux d'abord qui servent de relais avec certainement des complicités locales et à la suite de ça, RFI qui prend ces informations-là et qui continue de les relayer au niveau international. L'objectif, il est celui-ci. On n'arrivait pas, en étant encore ici avec nos forces militaires, imposer la force qu'il fallait. Le CNSP ayant pris la liberté, avec le soutien du peuple, d'assumer
sa responsabilité, notamment en dégageant ces forces-là, et aussi en renégociant certains accords miniers, notamment avec l'uranium. Donc, il faut maintenant passer à la vitesse supérieure, celui qui consiste à diviser les Nigériens par la désinformation et à pousser des communautés, des familles, tout simplement, à se rebeller contre les autorités actuelles. Parce que quand on vous dit que votre parent a été tué à la suite d'une attaque et que l'État a caché cette information, qu'il aurait été inhumé de façon en catimini, de façon anonyme, cela quand même tend à soulever les Nigériens contre les autres Nigériens. Cela tend aussi à raviver une certaine haine entre les Nigériens. C'est pourquoi les autorités qui ont démontré depuis leur arrivée cette capacité à réagir rapidement pour couper court à tous les plans de déstabilisation, qu'elles soient visibles ou souterraines. Et Dieu seul sait, depuis le 26 juillet 2023, combien de types de déstabilisation de ce genre, le CNSP et le peuple a été victime, ou du moins a été victime dans la planification. Donc c'est cela qui a été en réalité le relais que RFI a voulu servir. Et rapidement, les autorités, de façon très solennelle, parce que convoquer un conseil de ministres et décider, à la suite de ce conseil de ministres, de taper du poing sur la table, c'est d'abord une décision très symbolique qui montre aussi le degré de gravité de l'acte qui a été posé. Et dans le sillage, on ne le dit pas assez, même la chaîne britannique BBC a été coupée. En tout cas, les responsables du ministère de la Communication ont décidé de couper le signal de cette chaîne qui est sanctionnée de façon graduelle, comme l'a été RFI en son temps. On a coupé, pour le moment, c'est une sanction de 3 mois qui pèse sur cette chaîne, surtout aussi pour les mêmes raisons, pour avoir relayé une fausse information, notamment un nombre beaucoup plus pléthorique de pertes en vies humaines de nos forces de défense et de sécurité à la suite de cette attaque. Et on se demande, une fois de plus, pourquoi est-ce qu'on exigerait à des populations, notamment des populations britanniques, aujourd'hui, quand on fait le calcul, il semblerait que c'est 117 € que chaque Britannique paye pour que BBC puisse émettre et apporter la bonne information à nos États. Vous comprenez que ce sont des éléments de soft power qui sont utilisés par ces puissances-là pour continuer à endoctriner les peuples sahéliens, les peuples africains, à travers le message qu'eux veulent véhiculer et à travers les objectifs qu'ils visent. C'est pourquoi il faut se féliciter des organes comme For You Media qui viennent aujourd'hui apporter cette contradiction et qui montrent que plus l'impact de ces organes panafricains prend de l'ampleur, plus ces organes de désinformation sont obligés. En tout cas, les autorités, le signal qui est envoyé à travers cette décision, c'est de dire que rien ni personne ne sera permis de déstabiliser, de semer la division ou la haine entre les Nigériens ou entre les Sahéliens à travers des organes de propagande comme ce genre. Alors, Habib, doit-on se limiter à parler d'une simple mesure symbolique prise par vos autorités, une simple mesure dont l'objectif est beaucoup plus d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les agissements de Radio France Internationale, ou alors vous vous attendez à une portée autre au regard de la gravité de ce qui est reproché à ce média français? Non, monsieur Nguéné, c'est loin d'être une symbolique, c'est loin d'être avoir une portée simplement symbolique. C'est clair qu'après la déclaration, d'abord après le Conseil des ministres, ensuite le communiqué qui en a suivi, les avocats du Niger vont saisir les tribunaux compétents en ce genre-là pour pouvoir porter plainte de façon officielle, comme l'a été en soi, rappelez-vous, devant la Cour de justice de l'UEMOA, quand nos comptes bancaires le chef de l'État et les membres du CNSP, les membres du gouvernement que dirige le Premier ministre Ali Mohamed Lamine ne vont pas perdre leur temps à faire un conseil de ministres juste pour une portée symbolique. Ça ne va pas s'arrêter là-bas parce que le Niger aussi, les Sahéliens aussi connaissent le droit et saisiront tous les pistes et les voies de droit que leur offre
des saisines de juridictions nécessaires pour pouvoir arriver à rentrer dans leurs droits, notamment à condamner cette chaîne-là pour incitation à la haine et même à incitation à un génocide tout simplement. Parce que ce qui est leur objectif ici, c'est de faire en sorte que des communautés se lèvent contre d'autres communautés, comme ils ont eu à le faire dans d'autres pays que je ne vais pas citer, mais que nous connaissons tous, qui a vécu cette douleur-là du génocide en 1994. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Mais avant de donner la parole au doyen, Habib, que savons-nous exactement autour de cette attaque en question qui fait l'objet du débat ce soir? On parle d'une attaque terroriste à la frontière avec le Burkina Faso. Les autorités avancent un bilan pratiquement de 10 soldats tués. Mais quand on revient sur l'information relayée par Radio France Internationale, on comprend mieux pourquoi on parle d'incitation au génocide. Parce que selon Radio France Internationale, une centaine de soldats auraient perdu la vie dans cet attentat terroriste. Un chiffre qui diffère étrangement avec le bilan officiel relayé par les autorités. Alors, que savons-nous précisément, Habib, autour de cette attaque terroriste? Monsieur Nguéné, je vais vous poser la question, qui nous attaque? Et qu'est-ce qu'ils réclament, ceux-là qui nous attaquent? C'est eux qui nous attaquent en réalité. Et je peux vous confirmer une chose. Parmi les relais de ces informations, je vous dis que l'ancien chargé de communication de Mohamed Bazoum, qui était à la présidence et qui est aujourd'hui en exil, il est le premier à relayer l'information. D'ailleurs, quand on suit ces réseaux sociaux, cette personne-là qui, depuis lors, a perdu sa nationalité parce qu'il fait partie de ceux qui ont dont la mesure de déchéance de nationalité concerne, il est parmi ceux qui, parfois même en cours d'attaque, annoncent qu'à tel ou à tel endroit, que ces forces obscurantistes-là sont en train d'attaquer et que voici le bilan. Voyez-vous, en fait, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Hein. Ce sont des gens qui sont dans un plan savamment orchestré, qui sont un plan qui est réfléchi par les services secrets français et qui sont relayés d'abord par des Nigériens avant que ces chaînes-là ne puissent les prendre et les amplifier à leur manière. Donc, l'objectif, il est clair. Le mode opérandiste, il est connu. Ce n'est pas nouveau. En 2004-2005, quand le président Tanja avait décidé, à l'occasion de la nouvelle loi minière, de revisiter la convention minière d'Areva en son temps, automatiquement, une rébellion touareg a éclaté quelques mois après. Donc, il y a une concordance entre les décisions qui sont prises par le CNSP et cette recrudescence de ces attaques-là qui sont amplifiées sur le plan communicationnel par ces relais locaux, ces apatrides qui sont perdus parce que justement on a mis fin à leur cacahuète et leur commanditaire qui est la France et qui est connu de tous. Les autorités du Niger et de l'AES n'ont jamais caché au peuple nigérien la vérité. Et les 10 morts, les 10 martyrs ont été transportés au niveau du carré des martyrs ici même à Niamey pour être inhumés dans la dignité comme cela est fait depuis que le CNSP est arrivé au pouvoir et que à chaque fois que nous faisons face à ces types de pertes, la nation prend le temps de rendre hommage à ces dignes fils-là dans le carré des martyrs qui est ici au niveau de la base sang aérien de Niamey. Donc, c'est un dessein connu de tous. L'objectif, c'est de faire en sorte de monter les Nigériens contre les Nigériens et de monter les communautés les unes contre les autres. Et l'axe qui a été attaqué, c'est l'axe principal par lequel le Niger se ravitaille depuis le 26 juillet. Parce que vous êtes au courant quand même que la voie de ravitaillement du Niger d'antan, notamment la voie béninoise, est toujours fermée. C'est sur cet axe-là que le Niger continue de se ravitailler à travers le port de Cotonou. Donc ce n'est pas fortuit, c'est dans un plan savamment orchestré pour pouvoir faire d'abord le buzz sur le plan communicationnel et aussi surfer sur ça pour monter les uns contre les autres. Ça ne peut pas réussir parce que le premier rempart de la sécurité aujourd'hui du Niger et du Sahel, c'est d'abord les populations. Ce sont ces populations qui sont victimes de cette barbarie et ce sont les populations qui décident d'être aux côtés des forces de défense et de sécurité en termes d'information, en termes de signalement, de tout ce qu'ils peuvent apporter pour que ces forces-là puissent exécuter leur mission dans des meilleures conditions.
Donc, c'est ça en réalité l'objectif principal. Et ce n'est pas pour rien qu'ils utilisent d'abord des relais locaux pour donner beaucoup plus d'ampleur à ces informations afin de faire en sorte que l'objectif au finish, de mettre fin à tout ce mouvement souverainiste qui a cours et faire en sorte que des acteurs qui sont à la solde de la France puissent revenir au pouvoir et remettre le Niger et les Nigériens la laisse et remettre cette laisse-là entre les mains de la France pour qu'elle continue de nous tirer vers les horizons qu'elle voudra. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. On rappelle que le Conseil des ministres a fermement dénoncé une vaste campagne de désinformation orchestrée par ce média français en question. Selon les autorités nigériennes, cette campagne repose sur des montages médiatiques grossiers visant à exacerber les tensions intercommunautaires au Niger. En particulier, un article publié le mercredi 11 décembre et intitulé « Niger, lourd bilan après une attaque djihadiste la plus meurtrière dans le pays depuis 6 mois ». Un article d'ailleurs qui annonce un bilan tragique d'attaques djihadistes dans le département de Terra, où près d'une centaine de soldats et une cinquantaine de civils auraient perdu la vie, selon les chiffres de Radio France Internationale, alors que le bilan officiel des autorités nigériennes n'est que de 10 soldats. Donc, si on fait le ratio, Radio France Internationale a multiplié ce bilan par 10, entre autres. Alors, doit-on parler, au regard justement de cette plainte, Patient Parfum d'Homme, d'une étape décisive dans la lutte contre la désinformation ou encore toutes ces campagnes, tout du moins toutes ces manipulations médiatiques, dans un contexte pourtant marqué par des défis sécuritaires complexes? Je crois qu'une fois de plus que jamais, on ne le dirait jamais assez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et l'axe médiatique fait partie de ce champ de bataille. Oui. Il ne faut justement pas ne pas prendre au sérieux cet axe qui est extrêmement important. C'est un champ de bataille qui est d'une violence inouïe parce qu'elle participe sur le plan psychologique à détruire, n'est-ce pas, les convictions de ceux qui se battent, oui. Surtout en donnant l'impression qu'on leur donne la vraie information par rapport à une information qu'on occulterait. Oui. Donc, je commencerai d'abord par dire au peuple, valeureux peuple du Niger, vous avez tout le soutien de toute la grande galaxie panafricaine. Au CNSP, nous le disions, vous avez tout le soutien du panafricanisme et de tous ceux qui se battent pour une véritable liberté de notre continent. Au président Tiani, courage. Courage et félicitations, mon général. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur une voie royale qui va enfin montrer l'exemple de tout le peuple qui veut réellement se battre pour libérer notre continent. Vous êtes un leader. Et votre leadership, justement, est attaqué aujourd'hui par la voix de ces gardes chiurnes de l'ordre impérialiste que nous connaissons très bien, dont les méthodes ne sont plus à démontrer. Malheur en a pris parce que non seulement ils ont trouvé une réponse rapide de la part du CNSP, mais aussi de l'ensemble de tout le mouvement panafricain agissant sur le plan médiatique qui dit non, cette imposture ne passera pas. Donc vous voyez très bien, merci mon général, vous voyez très bien où nous sommes. Nous sommes dans un espace qui est, contrairement à ce que certains peuvent penser, oui, extrêmement fragile, de par les arguments et les éléments, j'allais dire les outils qu'on peut utiliser, oui, pour tenter de semer le doute et la confusion dans la tête des combattants. Ces combattants sont ceux qui sont au front. À eux, nous disons, oui, valeureux soldats, merci. Merci pour votre sens de sacrifice. Sacrifice ultime. Aux populations, nous disons merci pour votre bravoure. Nous savons que vous n'avez pas été atteint. Certes, vous avez des blessures, mais votre engouement va amener une cicatrisation très rapide. Parce que l'horizon qui est le vôtre, oui, qui est l'horizon de l'Afrique, il est encore plus glorieux que ce qu'on vous inflige, ce qu'on nous inflige aujourd'hui.
Donc c'était pour dire d'entendre que nous sommes en guerre. Nous n'oublions jamais. Et l'information est une arme. C'est une arme terrible. Okay. On peut la manipuler, la retourner dans tous les sens. Si en face, il n'y a pas de répondant pour pouvoir contrer suffisamment ce qui se construit, et là, hélas, ça peut avoir des dégâts et des conséquences inimaginables. C'est le regret que vous avez Patient Parfendum, qu'en face, nous n'ayons pas un répondant, puisque l'un des reproches qui est fait constamment d'ailleurs aux trois pays, c'est qu'on ne dispose toujours pas du moins d'une arme pratiquement similaire à celle utilisée ou du moins employée par les autres, parlant de cette arme communicationnelle, Patient Parfendum. Mais déjà... Est-ce que ça ne doit pas interpeller une fois de plus les autorités des trois pays aujourd'hui à prendre au sérieux justement ce qui se passe? Parce que là, quand on incite de cette façon au génocide, cela pourrait éventuellement avoir des ramifications. Mais je crois que, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je l'ai dit maintes fois d'ailleurs, nous sommes en guerre, je ne sais pas comment vous voulez que je vous le dise. Et ça fait partie des éléments, là, des champs de bataille de cette guerre-là. Nous pensons que la réponse du CNSP est une réponse à la fois politique, à la fois diplomatique, à la fois médiatique, mais à la fois aussi psychologique. Il ne faut pas se laisser abattre. On n'a pas seulement besoin d'avoir un grand média, je ne sais pas, au sein de l'AIS, pour pouvoir apporter cette réponse-là. Surtout que des relais existent comme For You, média TV africain, pour une fois de plus démontrer et éventrer ce complot. Pas seulement contre l'AIS, mais contre le peuple africain en lutte pour sa souveraineté et son indépendance. Et c'est là où l'ensemble des piquets de cette grande barrière qui va former cette écluse impénétrable contre cette tentative, n'est-ce pas, de désinformer, de manipulation, de manipuler, d'atteindre psychologiquement nos populations est d'une importance capitale. Et une fois de plus, l'occasion pour moi de dire aux États du Sahel, parce que c'est eux qui sont à l'avant-garde de ce combat aujourd'hui, vraiment de traiter en conséquence des médias comme For You, Média Africa, qui sont dans cette bagarre-là, parce qu'elles ont besoin eux aussi de soutien. Voilà. Maintenant, quand je l'ai dit, Ngane, je sors, si tu voulais, très rapidement par là, je tiens quand même à faire remarquer, et là c'est frappant, à tous ceux qui nous écoutent, mais surtout à ces médias mainstream français, que quand j'ai parcouru, après avoir eu cette information, j'ai parcouru la toile, ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'était quand même de constater que la plupart des instruments qui ont relayé puissamment cette information avaient quand même des liens avec des anciens régimes, surtout le régime Bazoum. Oui. Ceux qui relaient justement ces informations auprès des médias mainstream. Que ce soit des individus, que ce soit à la limite certains médias du web que nous connaissons, je ne vais pas faire la propagande ici, j'ai lu tout ça en rigolant beaucoup, en écoutant aussi les commentaires de certains Nigériens et de certains Africains. En lisant, je me suis rendu compte que nous avons le pain sur la planche. Il ne faut pas dire que c'est gagné, il faut repartir à l'attaque, il faut repartir pour mieux édifier nos populations, parce que l'ennemi, comme on dit, ne dort jamais, il est vraiment à l'attaque. Mais il faut aussi dire à ces frères qui continuent cette manœuvre, cette basse besogne et cette basse besogne, que j'ai l'impression qu'ils ne savent plus où nous sommes aujourd'hui. Le monde a changé, l'Afrique a changé, le Niger a changé, et même l'espace médiatique a totalement changé. Donc, force au CNSP, force au général Bazoum, force au peuple nigérien, à toi, mon jeune frère Habib Boubacar Touré, beaucoup de courage, parce qu'il nous faut des millions d'Habib Boubacar Touré pour dire cette vérité aussi. Et il en faut, surtout au Niger, aujourd'hui,
parce que je pense qu'ils ont identifié aussi le Niger comme l'un des centres névralgiques qu'il faut toucher pour tenter d'affaiblir cette belle aventure qu'est l'Alliance des États du Sahel. Merci à vous, doyen. Alors, une chose, c'est de porter plainte Habib Boubacar Touré contre Radio France Internationale, c'est de suspendre BBC pour cette campagne de désinformation ou encore cette incitation à la violence ou encore au génocide. Une autre, c'est de se poser une question qui, au regard de plusieurs, peut paraître pertinente. Y a-t-il du répondant en face, notamment au sein de l'espace du Liptako Gourma, parlant de cet aspect communicationnel? Monsieur Nguéné, le premier répondant, c'est vous. Aujourd'hui, c'est cet exercice-là qu'on est en train de faire. Et vous avez observé que ça n'a pas pris du temps pour que ce Conseil de ministres soit convoqué et que cette décision soit prise. Les télévisions nationales des 3 pays relaient cela. Les ministères de communication, les 3, sont réunis à Bamako il y a quelques jours et les directeurs généraux de ces télévisions pour mettre en place des programmes communs, mettre en place une web TV. Et c'est l'occasion aussi de leur dire que il faut, c'est bien de créer, de mettre en place, mais il faut aussi contribuer à amplifier ce qui existe aujourd'hui, notamment des chaînes comme For You Media. Il faut aussi élargir l'information de façon très ponctuelle pour que les populations puissent recevoir cette information la bonne au bon moment et continuer à amplifier à travers tous les autres canaux. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que nous avons les réseaux sociaux, ces outils qui sont puissants que les autres ont créés, mais que nous pouvons utiliser pour amplifier cette. Donc le répondant, il est là. Il faut beaucoup plus peut-être l'optimiser pour que le message puisse atteindre. Mais pour sortir de ce sujet, M. Nguéné, moi, il y a un élément fondamental sur lequel je voudrais m'attarder à attirer l'attention des gens. Je profite de votre antenne. Le doyen a dit tout à l'heure quelque chose de fondamental. Nous sommes en guerre. Quand on dit que nous sommes en guerre, cela suppose que l'ennemi peut passer par tous les moyens pour pouvoir remporter cette guerre. Et c'est pourquoi je veux interpeller les syndicats, qu'ils fassent attention. Il ne faut pas qu'ils fassent le jeu de l'ennemi. Parce que depuis quelques semaines, on a observé un regain d'activité de ces syndicats, du secteur de l'éducation, de d'autres secteurs. On peut comprendre qu'ils ont des difficultés. On peut comprendre qu'ils ont des revendications légitimes. Mais si pendant les 12-13 ans du régime du PNDS, ils ont su se taire et accepter les choses, ce n'est pas aujourd'hui où nous sommes en guerre, où des dignes fils du Niger ont décidé, malgré tout ce qui a été imposé au Niger, jamais de pareil pour un État. La fermeture de nos comptes bancaires, le gel de nos avoirs, des frontières, je vous dis, il n'y avait que l'air ambiant qui n'ont pas pu empêcher pour couper la respiration aux Nigériens, parce que ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait du bon Dieu. Et s'ils le pouvaient, ils allaient le faire. Donc il faut que ces syndicats-là comprennent. La fonction publique aujourd'hui, ce n'est pas plus de 130 000 Nigériens qui y travaillent sur les 25 millions de Nigériens. Et il faut qu'ils se rappellent que quand le boucher de Yelou, le commandant Daouda Malam-Waké avait assassiné le président Barré en 1999, il a fait 9 mois de transition et aucun de ces mois-là n'a été payé. Mais malgré, à ce moment-là, il n'y avait pas de sanctions sur le Niger. Au contraire, c'était un coup d'État ou un assassinat qui avait été favorisé par ces mêmes adversaires que nous combattons aujourd'hui. Malgré tout cela, il a fait 9 mois de transition, il n'a payé personne. Mais pour cette fois-ci, là, depuis le 26 juillet, nos comptes ont été saisis. On n'arrivait plus à avoir des ressources, mais un seul mois d'impayé ou d'arriéré de salaire n'a été observé. Et il faut rendre hommage au Premier ministre, ministre des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, qui a réussi par son ingéniosité, par sa capacité à maîtriser les finances publiques, à continuer à payer les salaires. Maintenant, pour tout ce qui reste, je pense que les gens peuvent faire encore un peu violence sur eux. Comprendre que si le paysan qui est au fin fond du Niger arrive à être résilient, à comprendre que tout ce qui est en train d'être fait, notamment la réduction des prix du carburant, malgré que le Niger ait besoin de ces ressources-là, l'État a décidé de baisser les prix du carburant. Malgré que l'État a besoin des ressources, ils ont décidé de réduire les différentes taxations sur le ciment
pour que le ciment puisse être à la portée du Nigérien moyen. Malgré tout cela, des réductions sont en train d'être prévues pour d'autres secteurs. Et je pense que ce n'est pas le moment de faire le jeu de l'ennemi, parce que l'ennemi trouvera toujours là où se trouvent des failles, s'engouffrer là-dedans et faire fondre complètement tout le bâtiment qui est en train d'être construit, notamment à l'AES et le Niger souverain, libre que nous voudrons. Donc il faut qu'ils comprennent cela et qu'ils évitent, même s'ils ne sont pas commandés, qu'ils évitent quand même que leurs agissements puissent servir l'ennemi et affaiblir l'œuvre commune que nous essayons de construire. C'est ce message-là que je voudrais leur passer et je pense qu'ils l'entendront et qu'ils accepteront de jouer ce jeu-là pour le bien-être de tous, parce que quand le Niger sera arrangé, souverain, nos ressources seront à notre portée, cette prospérité va profiter à tout le monde, pas qu'aux salariés de la fonction publique seulement. Comme je l'ai dit tantôt, ils ne sont que 130 000, même si j'arrondis, sinon ils sont autour de 124 000 Nigériens qui sont à la fonction publique. Donc ils comprennent que c'est un combat commun et que ce n'est pas le moment de continuer à distraire à travers ces différents mots d'ordre de grève ou de déstabilisation qui feraient le jeu de l'ennemi. Et quel est le message qu'on tient patient par Fendom quand, en dépit de toutes les réformes qu'Habib Boubacar Touré énumère, on réussit quand même l'exploit d'avoir des mécontents au Niger? En dépit justement de toutes ces réformes, il l'a dit, grâce à l'ingéniosité du Premier ministre, ministre des Finances, l'économie nigérienne s'est montrée résiliente jusqu'ici. En dépit de toutes les sanctions qui ont été prises, les autorités sont efforcées à prendre un certain nombre de mesures aujourd'hui pour que les Nigériens, ou du moins pour que le peuple, se sentent tout du moins concernés par tout ce qui se passe de très près. Mais on réussit quand même à avoir des mécontents. Quel est le message qu'on leur tient? Puisqu'on a l'impression que si on ne canalise pas parfaitement toutes ces énergies, on aura toujours des scénarios semblables à ceux de RFI, où on a justement des Nigériens sur place qui continuent à jouer le jeu des impérialistes. Vous savez, Baudelaire, dans la vie des peuples, il y a deux éléments souvent sur lesquels il faut travailler puissamment pour se mettre à l'abri de toute forme de manipulation. Ces deux éléments, c'est l'ignorance et l'obscurantisme. L'ignorance et l'obscurantisme. Ce qui se passe actuellement, Baudelaire, si vous regardez très bien, c'est que on a vu RFI déployer ses ailes. Avoir la capacité, d'ailleurs, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là, il ne faut pas qu'on donne non plus l'impression que c'est le quotidien des populations de l'AES en général, ceux du Niger en particulier, est facile. Nous sommes bien conscients des sacrifices qui sont en train de consentir dans cette traversée du désert. Mais c'est la voie royale, ce chemin de Damas qui est le leur et de toute l'Afrique. C'est difficile, nous le savons, chers compatriotes nigériens. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous ne sommes pas au fait des difficultés qui sont les vôtres. D'autant plus qu'on ne le dit pas assez, mais vous continuez d'être sous embargo. Parce que quand on prend des décisions comme celle que la CEDEAO avait prises en son temps là, pour les juguler, même quand on les lève, il y a toujours des mécanismes de lenteur, de lourdeur, qui font que ça ne se passe pas comme ça devait se passer. D'autant plus qu'il y a des nouvelles décisions qui sont prises. Donc ces populations ne sont bien conscientes des sacrifices que vous endurez et que vous avez accepté de consentir. Mais à la suite d'Habib Boubacar Touré, nous vous demandons encore de grâce, chers frères, chers parents, acceptez encore ce sacrifice pour arriver à la victoire finale. Donc je disais tantôt que là où c'est dangereux avec ces médias, le GIP de France 24, RFI, etc., etc., parce que ces gens-là ne se sont pas seulement contentés de fournir cette propagande nocive en langue française. Ils sont allés dans nos langues maternelles. Une communication de proximité. Ils communiquent en mandinkan, ils communiquent en aoussa, ils communiquent en peul. C'est pas si vous vous rendez compte, c'est vrai que c'est un FM. C'est-à-dire le degré de pénétration est assez intéressant, assez important. C'est incroyable. Mais pire, même si vous voulez supprimer, n'est-ce pas, comment dire ça, l'accès à FM, il y a les modulations de fréquences, de moyennes fréquences, parce qu'il y a aussi des frontières, on peut capter.
Donc une chaîne qui est capable de disséminer le poison dans un corps social en difficulté, comme c'est le cas du Niger et l'ensemble des pays de l'AIS, c'est un ennemi extrêmement dangereux qu'il faut stiper par tous les moyens. C'est pour cela que je continue de dire au peuple nigérien de faire très attention. L'autre truc, c'est l'autre chose, c'est ce que j'appelle souvent un courant d'opinion. Vraiment, il faut qu'on développe un véritable courant d'opinion sur le plan panafricain. Oui. Parce que souvent, j'écoute des panafricains, certains de mes amis panafricains, qui pensent qu'on va venir à bout de la France-Afrique et du colonialisme rampant impérialiste en utilisant les mêmes outils que les outils qu'ils ont utilisés pour nous dominer. Il faut les déconstruire. C'est pour cela que sur le plan, j'allais dire politique, je parle tout le temps de l'unité politique de mon continent. Oui. Je parle de l'unité, dans un premier temps, même sous-régional. Mais au-delà de cette unité-là, il y a d'autres schémas qu'il faut totalement déconstruire. Si nous n'arrivons pas à déconstruire ces schémas-là, je peux vous dire que ça va être très très difficile. Il faut de nouveau que nous puissions aller sur la tombe de nos ancêtres, nous infliger un bain catharsique pour nettoyer complètement tout ce que nous avons enduré et qui est rentré dans nous comme des évidences, n'est-ce pas, si on veut se développer. La question économique, comment pensons-nous l'économie? La question sociale, comment la pensons-nous? La question des rapports dans la société de solidarité, comment la pensons-nous? La question idéologique, comment allons-nous continuer à la penser? Donc voilà les chantiers qui sont extrêmement importants sur lesquels nous devons nous appesantir. Mais une fois de plus, en sortant par là, je dis que c'est un véritable poison que ce type d'information qui est diffusé, non seulement au sein de l'AES, mais un peu partout dans les autres pays d'Afrique dite francophone, où RFI, France 24 et d'autres médias peuvent encore émettre sans aucune restriction et qui vont continuer à pondre, n'est-ce pas, ce fiel et ce venin-là, et qui vont donner l'image de véritables barbares inconscients à la tête des États de l'AIS, surtout d'un pays comme le Niger, dont nous savons très bien le rôle majeur qu'il risque de jouer comme liant entre l'Afrique du Nord, l'Afrique, le golfe de Guinée, mais surtout ce qui risque d'engranger plus tard comme moyen pour son propre développement. Donc, une fois de plus... Pour vous, c'est un message pour tous les autres pays africains aujourd'hui au regard justement de tout ce qui est mentionné et évoqué par Patient Parfendon. Mais évidemment, si les autres pays pensent qu'ils sont à l'abri et que c'est le Niger aujourd'hui seul qui emporte la responsabilité, le chapeau, je vais bien rigoler. Après le Niger, on s'attaquera à quelqu'un d'autre. On va même abandonner l'AIS. Les combats futurs seront d'une violence incroyable. Donc, moi, je pense sortir, doyen. Oui, je sors en insistant, en disant au peuple nigérien, c'est vous qui êtes à l'avant-garde du combat aujourd'hui, chers frères. Oui. Si quelqu'un vous dit le contraire, il ne vous aurait pas dit la vérité. Vous n'êtes pas que responsable pour vous. À ce niveau-là, vous devez être responsable pour plusieurs. Aux autres pays africains venant au secours du Niger, aux panafricanistes, souvent certains panafricanistes, comprenons une chose, ce qui arrive au Niger est tout simplement la continuation de la guerre qu'on impose au Niger et à d'autres pays de l'AIS sous d'autres formes. Pourquoi le Niger? Parce que, comme je l'ai dit, elle est peut-être à l'épicentre, n'est-ce pas, de ce déclencheur qui va permettre justement d'avoir une autre réalité politique et surtout économique au niveau de cet espace. Une autre guerre, cette fois, loin du théâtre de la communication, même si, on va le dire, les deux notions ne sont pas antinomiques, qu'il s'agisse bien sûr de l'aspect purement opérationnel ou encore de l'aspect communicationnel. Et évoqué il y a quelques instants, cette fois, nous sommes du côté de l'Ukraine, se dirige-t-on vers un déploiement d'une force de maintien de la paix de l'Union européenne à Kiev. Le sujet a à nouveau été abordé par le président français Emmanuel Macron aux côtés de son homologue polonais. Entre autres, que peut-on attendre justement de cette approche qui diffère étrangement avec celle jusqu'ici proposée par Emmanuel Macron qui visait à déployer
peut-être pas des soldats, mais plutôt des instructeurs européens sur le théâtre, ou du moins du côté de l'Ukraine. Nous allons également nous intéresser sur la nécessité justement de cette force de maintien de la paix de l'Union européenne, alors que Moscou également a réagi. Le Kremlin a qualifié ce vendredi de prématuré les discussions sur le déploiement en Ukraine de cette force européenne de maintien de la paix en vue notamment de garantir un éventuel cessez-le-feu, ajoutant que la Russie souhaitait la paix plutôt qu'une simple trêve. Prenons tout d'abord cet élément de nos correspondants. Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Pologne. Il devrait discuter avec le Premier ministre polonais Donald Tusk du déploiement d'une force de maintien de la paix en Ukraine si la phase actuelle de la guerre se termine. La question porte sur l'envoi éventuel de 40 000 soldats européens en Ukraine et sur la possibilité que la Pologne prenne le commandement d'une partie de ce contingent. Emmanuel Macron a lancé l'idée avec Keir Starmer lorsque les deux hommes se sont rencontrés en novembre. Elie Tenenbaum, de l'Institut français des relations internationales, IFRI, a déclaré à Rzeczpospolita que la mission de maintien de la paix nécessiterait jusqu'à 5 brigades d'un effectif total de 40 000 militaires. La Pologne aurait probablement le commandement d'une des brigades en raison de ses capacités et de sa situation géographique. À propos de l'initiative de Macron visant à mettre en place un contingent international de maintien de la paix en Ukraine, Donald Tusk a prudemment précisé que la Pologne n'envisageait rien de tel pour l'instant. Selon lui, les troupes polonaises n'entreront pas en Ukraine, même après un cessez-le-feu. Ces déclarations ont dû fortement contrarier Kiev car l'Ukraine a plus que jamais besoin de troupes supplémentaires. Non seulement les pertes sont énormes, environ 1 million de morts et de blessés, mais certains soldats ukrainiens font défection vers la Russie. De plus, toute une formation d'anciens militaires et de membres de services spéciaux ukrainiens prend part au combat du côté de la Russie. Vassili Prozorov, un ancien officier du service de sécurité ukrainien, le SBU, l'a déclaré lors d'une interview accordée à l'agence de presse russe TASS. Il existe une unité qui se bat actuellement dans le secteur de Krasnoarmeïsk, au sud de Donetsk. Il s'agit d'un bataillon qui porte le nom de Maxim Krivonos. Cette unité est entièrement composée d'anciens militaires de l'armée ukrainienne, des services de sécurité et des forces de l'ordre, qui ont rejoint notre camp et se battent les armes à la main contre le régime de Kiev. On appelle cette unité un bataillon, mais en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que compte officiellement un bataillon. Ils sont vraiment nombreux. Des militaires se rendent à l'armée russe et formulent ce souhait, en disant qu'ils sont prêts à combattre les armes à la main contre ce régime ukrainien qui mène le pays à une véritable catastrophe. C'est un autre exemple éloquent. Selon Kiev, seule l'adhésion à l'OTAN peut sauver l'Ukraine de la défaite. Auparavant, Zelensky s'était prononcé contre une adhésion partielle à l'Alliance. Aujourd'hui, sa rhétorique change peu à peu. Nous comprenons que l'adhésion à l'OTAN n'est pas possible tant que dure la guerre. Mais si nous voulons vraiment mettre fin à la guerre, nous avons besoin de cette invitation. L'invitation pour tout le territoire de l'Ukraine dans ses frontières reconnues au plan international. Il n'y a pas besoin d'en parler, car il s'agit de notre constitution et du droit international, qui ne peut être violé. Mais les actions de l'Alliance peuvent également s'appliquer progressivement à la partie que l'Ukraine contrôlera, celle qu'elle contrôle, et ensuite avec son expansion future. Malgré les propos de Zelensky sur les perspectives d'adhésion partielle ou totale à l'OTAN, on n'en parle pas encore. Bien au contraire. Par exemple, le Premier ministre slovaque a déclaré dans une interview au journal brésilien Folha de Sao Paulo qu'il bloquerait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pendant son mandat. Manifestement, de nombreux dirigeants européens partagent ce point de vue. L'Europe est fatiguée des exigences incessantes de Kiev, mais quand l'avoueront-ils publiquement ? Vont-ils l'avouer publiquement? Fatigués de toutes les exigences du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Habib Boubacar Touré, que peut précisément changer le déploiement de cette brigade? On parle d'une brigade constituée entre autres de 5 puissances avec un effectif de près de 40 000 soldats européens qui seront déployés du côté de l'Ukraine, ceci dans le cadre d'une mission de maintien de la paix en prévision à un éventuel cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce que cela pourrait changer sur le terrain? Monsieur Nguéné, pour tous ceux qui n'ont pas compris jusqu'ici que ce n'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais que l'Ukraine de Zelensky a été utilisée pour servir les intérêts des Occidentaux, sont assez édifiés. Vous avez vu de façon extraordinaire comment l'élection de Donald Trump a changé complètement la donne sur le terrain. À la suite de cette élection, les Européens ont cherché, même avec Biden, à envenimer la situation pour forcer la main, en quelque sorte, à Donald Trump qui avait déjà annoncé
vouloir mettre fin à ce conflit en coupant simplement le robinet de l'aide militaire à l'Ukraine, dont profitent les Européens également à travers cette annonce d'autorisation d'utilisation des missiles, et qui, la Russie était beaucoup plus préparée à des types d'escalade. Et vous avez vu comment la Russie a réagi et ça a complètement coupé l'élan. Aujourd'hui, ils se ravisent pour chercher à renaître d'une autre façon. Parce que il faut se rappeler encore une fois, tout est parti de la volonté des États-Unis et de l'Europe de mettre en place ces batteries anti-missiles sur la frontière russe du côté ukrainien. C'est ça, en réalité, que Poutine n'a jamais accepté et qu'il a décidé de mettre fin à cela à travers cette opération spéciale. Aujourd'hui, vouloir mettre en place une force de maintien de la paix, d'une paix qu'on n'a même pas encore discutée, d'une paix qu'on n'a même pas encore décidé des contours qu'elle doit prendre. Comme l'a dit le porte-parole du Kremlin, il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu, il s'agit d'une résolution définitive du conflit. Et pour ça, chacun sait ce qu'il a à faire pour mettre fin au conflit. On n'a pas besoin d'une force pour maintenir cette paix. D'autant plus que c'est une force qui va être constituée des co-belligérants, parce que ce sont ces mêmes Européens qui ont continué à fournir des armes, qui ont continué à être sur le terrain de façon cachée, aux côtés de ce qu'on dit être des forces ukrainiennes pour pouvoir porter la guerre contre la Russie. Et il faut leur dire que si eux pensent être plus intelligents, mais le reste du monde a aussi en tête l'histoire. La guerre de Corée, la zone démilitarisée qui a été mise en place aujourd'hui, je pense que c'est une DMZ bis que les Européens veulent mettre en place au niveau de l'Ukraine. Les forces américaines aujourd'hui qui sont dans cette zone et qui font face à la Corée du Nord, qui depuis les années 65 ou 70 sont toujours stationnés là-bas au nom du cessez-le-feu. Et au nom de cela, ils sont positionnés là-bas. Mais si la Russie avait refusé que des batteries anti-missiles puissent être installées à cet endroit-là, ce n'est pas 40 000 soldats européens qui, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont quitter, qui vont venir s'installer dans cette zone et créer une zone démilitarisée bis, comme on l'a vu en Corée, et s'éterniser là-bas pour continuer à espionner, pour continuer à agresser de façon sournoise la Russie. Donc, je pense que c'est encore une de ces trouvailles des officines des services de renseignement européens ou otaniens qui pensent être beaucoup plus futés et intelligents que le reste du monde et continuer leur basse besogne qui est cette volonté de toujours continuer à dominer, à expolier les autres peuples au profit d'une prospérité de leur peuple. Mais la Russie de Vladimir Poutine a quand même démontré être beaucoup plus aguerrie et prête à cette guerre-là. L'annonce de ce bataillon qui est constitué d'Ukrainiens est aussi très évidente. Il n'y a pas, les sondages ont démontré qu'il n'y a pas plus de 22% d'Ukrainiens qui soutiennent Zelensky dans sa folie. Cela suppose que plus de 80% des Ukrainiens ne sont pas d'accord de ce que Zelensky fait de leur pays. Et cela démontre que s'il y a d'autres Ukrainiens qui décident aussi, ces 80%-là, d'avoir comme partenaire la Russie pour libérer leur territoire de Zelensky, le comédien au profit de l'OTAN, c'est aussi de bonne guerre. Et je pense que c'est là où ils pêchent en croyant jouer sur la naïveté du reste du monde. Non seulement le monde est beaucoup plus éduqué, mais la Russie, qui est la principale actrice de ce conflit-là, est beaucoup plus préparée et a beaucoup plus d'avance sur le plan stratégique qu'eux, et ça ne passera pas. Alors, le Kremlin, je le rappelais tout à l'heure, a qualifié d'ailleurs ce vendredi de prématuré toutes les discussions sur le déploiement de cette force européenne de maintien de la paix en vue notamment de garantir un éventuel cessez-le-feu. Selon le Kremlin, nous ne sommes pas dans une posture où on voudrait aujourd'hui un cessez-le-feu. Ce qui est recherché par Moscou, Patient Parfendome, c'est une paix durable. Alors, on a l'impression qu'on tente d'épuiser toutes les voies de recours
au niveau du bloc occidental. Maintenant, on nous parle de cette force de maintien de la paix. Avant, Emmanuel Macron nous parlait du possible envoi des instructeurs européens du côté de l'Ukraine, chose qui n'a pas été faite. L'adhésion de l'Ukraine qui tarde toujours, l'aide militaire à l'Ukraine qui s'amoindrit de plus en plus, l'arrivée de Donald Trump qui se pointe à l'horizon, patient par fin d'homme. Quelle est l'interprétation qu'il faudrait donner à cette nouvelle tentative aujourd'hui? Ou du moins, qu'est-ce qui est recherché quand on nous parle désormais de soldats de maintien de la paix, mais plus de soldats pour aller affronter la Fédération de Russie? Sont-ils en train de faire profil bas, parlant de soldats de maintien de la paix, patient par fin d'homme? Non, on change tout simplement de tactique, voire de stratégie, mais on maintient, non, on change de tactique, mais on maintient la même stratégie. Ouais, l'objectif reste le même, oui, celui d'agresser la Fédération de Russie. Infliger une prétendue défaite stratégique à la Russie. Mais ce qui est frappant, une fois de plus, excusez-moi d'insister là-dessus, c'est-à-dire que le boulot des médias, oui. Quand on vous dit que nous sommes en guerre, le boulot des médias. Voilà un individu, M. Zelensky, ce comédien, qui, sur le point de vue légal, n'a plus aucune légalité ni légitimité pour parler au nom des Ukrainiens. Et c'est cet individu-là qui insiste pour plonger l'Ukraine dans l'horreur et le cauchemar. Vous savez que Zelensky, ses mandats est forclos depuis très longtemps. Depuis mars 2024. Vous savez que, justement, toutes les formes d'opposition, à la fois, même médiatique, de syndicats, tout a été pour une démocratie, pour ce qui est considéré comme la plus grande démocratie d'Europe de l'Est, l'Ukraine. Mais y avait-il réellement de la place pour des élections dans un tel contexte, patient par fin d'homme? Non, mais c'est eux qui nous disent qu'ils sont démocratiques. Vous dites qu'il n'y avait pas de place pour des élections dans un tel contexte. Oui. D'accord. Mais pourquoi on en demande pour d'autres? Ça aurait été d'autres qu'on aurait claironné partout que mais organiser les élections. Je ne me tourne pas vers l'AIS parce que bon, on va me dire je vais revenir toujours là où je me sens à l'aise. Je peux prendre même d'autres exemples. Donc c'est pour vous montrer comment les médias peuvent manipuler les opinions. Parce que tout ce ramdam-là est dirigé, en direction des opinions ukrainiennes, et heureusement qu'elles commencent bien à comprendre dans quel trou noir on est en train de les amener, mais aussi en direction des opinions occidentales, donc européennes, qui continuent de payer, soutenir financièrement cette guerre-là sans qu'ils ne comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Troisièmement, il y a le plan américain, le Deep State, qui sent pertinemment qu'avec la fin de cette confrontation armée, tous les armes qui sont en train de produire là, et qu'on veut vendre à des tiers plus tard, où est-ce qu'on va les mettre? Et maintenant, une fois de plus, la question que tout le monde, au monde entier se pose, qu'est-ce qui aura changé? Si vous reculez, c'est-à-dire que hors Donbass, et vous positionnez les armées européennes face à la Russie, parce que le Donbass fait partie de la Russie déjà, qu'est-ce que vous aurez changé? Au contraire, vous avez peut-être déplacé le théâtre des opérations, mais vous avez maintenu la même stratégie de confrontation directe avec la Russie. Mais ça c'est dans le cadre où on a un cessez-le-feu. L'objectif est d'éviter, selon bien sûr la partie européenne, d'éviter une nouvelle agression de la part de la Fédération de Russie. C'est pourquoi on préfère déployer cette force de maintien de la paix. Super. Mais dans ce cas, donc, ce n'est pas à eux de choisir comment sera constituée cette force de maintien de la paix. Si c'est ça la solution, prenons donc un petit pote des forces armées cubaines. Non, je fais une proposition qui va arranger M. Macron. Des forces armées cubaines, sud-africaines, slovaques, hongroises, algériennes. Les Slovaques, on doute. On doute beaucoup sur la position de la Slovaquie. Nous sommes là en plein dans la continuation du projet de ce Deep State aidé par les Wookiees qui veulent absolument infliger une défaite à la Russie. Parce que c'est quoi ce projet de positionner les forces, en fait, ce sont les forces de l'OTAN, qu'on veut mettre devant la Russie? Non, allez chercher des forces ailleurs. Prenez les forces japonaises, apparemment ce sont vos amis. Même sud-coréennes, si vous voulez.
indienne, si vous voulez, parce que l'Inde a aussi une armée, chinoise, et dans ce cas-là, faisons donc cette force d'interposition avec les nouvelles réalités territoriales issues, n'est-ce pas, de cet accord qui va surgir. Mais non, que non, ce n'est pas ce que propose Macron. Macron propose, et ça peut être une des raisons pourquoi il rapatrie un peu ses hommes, que ce soit les soldats de l'OTAN qui sont encore face à la Russie. Ça veut dire qu'on n'a pas changé. Soldats de l'OTAN avec la Pologne en première ligne, compte tenu de sa position stratégique, géographique avec la Fédération de Russie. C'est du bavardage, ce sont les forces de l'OTAN. Tout ça, Pologne ou pas Pologne, ce sont les forces de l'OTAN. Ouais. Ça veut dire qu'en réalité, le face-à-face avec la Russie, c'est ce qu'il veut maintenir. Il veut maintenir ce face-à-face. Après, il y aura une provocation un jour, et puis ces wokistes LGBTistes internationaux là vont dire que vous voyez, on vous avait bien dit, pour avoir le prétexte d'une guerre maintenant, j'allais dire décisive et frontale contre la Russie et embarquer tout le monde entier dans une troisième guerre mondiale. Ça, je pense qu'ils ne sont pas assez futés. Mais je vais vous dire, pour sortir, hein, j'ai de plus en plus l'impression que tous ces gars-là, qui sont LGBTistes, wokistes, etc., ont un complexe de supériorité vis-à-vis des autres. Ils ont l'impression que les autres ne savent pas réfléchir et qu'ils sont les seuls à être capables de réfléchir. Là, une fois de plus, comme disent les Ivoiriens, ils ont tapé poteau parce que là, on voit très bien la manœuvre de très loin, c'est cousu de fil, cette affaire-là. C'est aussi visible que quelque chose qui est au-dessus du bon Cameroun. Donc, à mon sens, ça ne peut pas prospérer, que quelle qu'en soit l'avis de Trump sur cette question-là, il faudra neutraliser, faire de l'Ukraine ce qui va rester d'ailleurs, un espace neutre, sous surveillance, si vous voulez, des forces internationales qui ne sont pas uniquement les forces de l'OTAN. Si ce n'est pas cela... Qui ne sont ni pro-russes, ni pro-OTAN. Oui. Mais qui sont neutres. Il faut neutraliser, c'est ça. Dénazifier, n'est-ce pas, et puis neutraliser complètement ce truc. Et puis dégager M. Zelensky qui en réalité n'a plus aucune légitimité ni légalité de parler au nom du peuple ukrainien aujourd'hui. Habib Boubacar Touré, c'est quoi la place d'une solution diplomatique à ce conflit? Je vous pose cette question puisqu'il y a quelques jours, souvenez-vous, Volodymyr Zelensky relevait d'ailleurs qu'il était prêt à s'asseoir autour d'une table de négociation pour qu'on mette fin au conflit et qu'on sauve des vies. Et estimant que, aux côtés du président Donald Trump, que beaucoup de personnes ont souffert justement de ce conflit et que le temps du dialogue, ou du moins de la négociation, était arrivé. Mais derrière, là on parle, entre autres, d'une autre force de maintien de la paix. On a l'impression qu'on dit une chose et on dit son contraire par la suite. Non, il ne s'agit pas de dire une chose et son contraire par la suite. Il s'agit d'entendre deux sons de cloche. Le sous-fifre des Européens, le moyen par lequel les Européens ou les forces de l'OTAN, je préfère le dire ainsi, sont en train de dérouler leur programme, c'est-à-dire le porte-parole, a du mal à agencer sa communication avec ses commanditaires. Parce que le matin, ses commanditaires lui disent une chose et l'évolution de la situation fait que le soir, ils sont obligés de venir arranger un peu les choses. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Ce Zelensky-là, c'est vraiment un comédien dans le vrai sens du terme. Voyez-vous, pendant 2 ou 3 ans aujourd'hui, combien d'Ukrainiens sont morts à cause de son inconséquence? Et durant toutes ces années-là, voilà un monsieur qui avait pris cette ère gangstéristique et qui voulait coûte que coûte incarner une ligne dure militaire où il s'assumait devant la face du monde. À aucun moment, il n'a voulu entendre cette volonté de négocier une sortie de crise parce que c'était déjà une guerre perdue d'avance pour l'Ukraine et pour l'OTAN qui continue de pousser ce comédien-là. Et aujourd'hui, juste parce que ses maîtres sont en difficulté, juste parce que la donne a changé, aujourd'hui, ils cherchent une sortie honorable. Ils continuent de se ridiculiser en venant devant les plateaux de télé et en décidant de changer de discours, d'avoir un discours beaucoup plus conciliant ou conciliateur. Ça ne peut pas marcher. Et je pense que s'il y a une solution, la solution ne peut pas être avec Zelensky. Pour la simple raison que s'il y a 2 ou 3 ans, il avait une certaine
légitimité relative. Aujourd'hui, même cette légitimité-là, il ne l'a plus. N'en parlant pas de la légalité, il ne peut plus représenter le peuple ukrainien. Son mandat est terminé, il est hors mandat. Malgré cela, il continue de mettre en péril la vie des Ukrainiens. Donc je pense que lui ne peut pas et ne doit pas faire partie de la solution. Mais de toutes les façons, la solution, elle ne peut qu'être diplomatique. Cela suppose que tout ce qui a été prévu, notamment dans le cadre de la mise en place de ces batteries anti-missiles, de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, sont des projets qui ne peuvent pas prospérer si on veut réellement aller vers une sortie de crise diplomatique. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des Ukrainiens qui ont décidé de revisiter l'histoire et de se dire, nous venons de la Russie et nous voudrions retourner en Russie. On ne peut pas, puisqu'ils l'ont exprimé. Ce sont des faits historiques, ce sont des territoires qui ont une histoire. Et je pense que ça aussi, c'est un élément à regarder de face. Il faut trouver une formule dans laquelle l'Ukraine et ces Ukrainiens-là, notamment les régions du Donbass, de la Crimée et de tout ce qui s'ensuit, puissent aussi se retrouver dans un espace où ils se sentent réellement chez eux. On peut voir peut-être le fédéralisme, ainsi de suite. En tout cas, la formule sera trouvée. Maintenant, la bonne nouvelle dans tout cela, c'est l'état d'esprit de la Russie. La Russie a un seul objectif, c'est de préserver la sécurité et la quiétude de son territoire, de faire en sorte que sa frontière ne puisse pas servir de base à ses adversaires pour l'agresser. Donc, si on respecte cela, je pense qu'il n'y a plus de débat. En réalité, malgré la complexité que cette crise peut sembler être, il y a quand même une certaine facilité dans la résolution de la crise. On demande seulement un peu beaucoup plus de bonne foi, toute chose qui est loin d'exister du côté de Zelensky et de ses commanditaires. Et c'est le peuple ukrainien qui en pâtit depuis plusieurs années aujourd'hui. C'est le peuple ukrainien dont on a mis en péril la vie ou l'avenir de toute une génération à travers cette barbarie à laquelle on pouvait quand même faire économie beaucoup plus en allant vers une situation conciliatoire où les deux parties allaient chacun exprimer ses intérêts et préserver les intérêts des deux peuples. Et je pense que cette guerre a assez duré et que peut-être c'est le moment d'y mettre fin. Et la venue de Donald Trump dans les mois à venir, je pense, ne peut pas être, comment je vais dire, on ne peut pas faire l'économie de cela. C'est forcément cette élection qui change aujourd'hui la vision et la stratégie que ces Européens-là ou l'OTAN tout entière décident de mettre en œuvre. Alors, quelle chance, patient parfait d'homme, pour une solution diplomatique quand à chaque fois les aspects militaires refont surface? On a l'impression que la solution sera plutôt militaire et peut-être pas diplomatique. Je crois que il faut scruter avec beaucoup d'attention l'attitude de Donald Trump dans la gestion de cette affaire. Ils avaient promis de mettre fin à cette guerre très rapidement. On est certainement en train de lui compliquer davantage la tâche avec ces initiatives qui tendent à davantage donner l'impression que l'Ukraine est décidée à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'était ça le leitmotiv qu'on nous avait vendu. Mais aussi pour ne pas accepter en réalité la défaite de l'OTAN. Parce que la Russie fait face à près de 40 pays. On n'en parle pas beaucoup dans cette guerre-là. D'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'il faut encore voter un budget un peu plus colossal que celui qu'il y avait avant, même après la signature d'un accord de paix. C'est vous dire cette insistance, cette obsession de la part de ces dirigeants occidentaux impérialistes dirigés par les lobbies anglo-saxons, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de tout faire pour tenter d'humilier la Russie, voire dépecer la Russie et continuer d'imposer cet ordre impérialiste unipolaire qui sont de véritables soucis pour eux aujourd'hui parce qu'ils ont bien l'impression qu'avec cette défaite-là, ils seront obligés de se mettre à la table de négociation pour l'avènement d'un monde multipolaire, ce qu'ils ne veulent pas du tout. Et là-dedans, vous avez donc des bouts en train comme M. Macron, le parti de Macron lui-même, voilà un autre élément quand même cocasse dans l'affaire. Je vous rappelle que ce type, il a fait moins de 10% aux dernières législatives, son propre parti.
Donc même du point de vue de sa légitimité en tant que force politique française pour entreprendre de pareilles initiatives, vous me direz que le président, mais de quoi encore? On a nommé un nouveau Premier ministre aujourd'hui, Patient Parfendom. Ah oui, mais comme d'habitude, ça va être encore un sacré Premier ministre qui ne va pas recevoir l'assentiment de son Assemblée. Donc c'est une fuite en avant inutile parce que ces gens-là, en réalité, se foutent pas mal de la démocratie. On l'a vu dans un pays d'énormément, je crois la Roumanie, si je me trompe, ou bien la Moldavie, où quelqu'un arrive au premier tour, on dit non, il faut invalider les élections. C'est une démocratie vraiment à tête chercheuse, n'est-ce pas, en double standard. Si ça ne cadre pas avec nos objectifs, alors il faut l'annuler. Donc je pense que ces gens ont beaucoup confondu la puissance et la force. La force leur sera imposée par tous les moyens. Et il faut bien qu'ils comprennent que l'ancien monde, là, où dominait le monde de manière outrancière, c'est vrai qu'ils ont encore des coups de griffe, on l'a bien vu en Syrie, mais que c'est terminé. Leur dégringolade est programmée. Elle est bien programmée et ça prendra le temps que ça prendra, mais le monde ne peut plus être ce monde-là qui est dicté par eux avec leurs propres projets, leurs propres plans et leur propre agenda. Cela n'est plus possible parce qu'il y a beaucoup d'évolutions sur le plan international qui obligent l'Occident aujourd'hui, ceux qui réfléchissent quand même à tenir compte de ces nouvelles exigences et ces nouvelles réalités. Tant pis pour des petits comédiens comme Macron à accompagner de son ami Zelensky. J'espère qu'il fera une cure de désintoxication après qu'il soit balayé de cette présidence. Je n'exagère pas. Hein. Il y a beaucoup d'instituts spécialisés, de journaux spécialisés qui se sont rendus compte de ce gars-là avec l'addiction à des substances psychotropes. Donc, ce n'est pas un type comme ça qui peut amener tout un peuple à l'abattoir sans que les prétendus opinions libres du monde puissent réagir pour dire non, non et non. Et je crois que c'est l'une des explications de la grande victoire de Donald Trump aux dernières élections aux États-Unis, parce que les avis et les opinions de ce côté là-bas ont bien commencé à comprendre qu'on ne peut pas continuer à diriger le monde comme ça dans un gouffre, dans une espèce de trou noir. Il faut réagir rapidement et qu'on essaie de rééquilibrer le jeu sur le plan international pour permettre une certaine relative paix mondiale. Alors Habib Boubacar Touré, encore quelques minutes avant de se séparer, tous les espoirs, vous les fondez aujourd'hui autour de cette arrivée de Donald Trump qui prendra, entre autres, les rênes au mois de janvier prochain, même si du côté du Kremlin, on préfère tout de même rester mesuré, estimant qu'on va juger Donald Trump aux actes qu'il posera. Habib, comprenez-vous pourquoi la posture, ou du moins comprenez-vous pourquoi le Kremlin adopte une posture plutôt prudente malgré toutes les promesses faites jusqu'ici par Donald Trump? Monsieur Nguyen, ce n'est pas que le Kremlin. Et il faut corriger. Nous, on n'a aucun espoir à nourrir vis-à-vis de l'arrivée de Donald Trump. On le prend juste au mot. Il a annoncé qu'il n'est pas dans sa volonté de continuer cette guerre qui, pour lui aussi, a trouvé insensé et qu'il a décidé de mettre fin en 24 heures selon ses dires. Donc, à partir de cet instant, nous, on sait pertinemment que si cette guerre a perduré jusqu'ici, c'est parce que les Américains et les Européens continuaient à nourrir cette guerre, notamment à travers les différentes aides financières et matérielles et même parfois des hommes qui sont déployés sur le terrain. Donc, puisque c'est cela qui nourrit cette guerre, si l'un des protagonistes les plus importants, notamment les États-Unis à travers Donald Trump, décide de mettre fin à cette aide-là, à ce soutien, à cette guerre insensée, de façon naturelle, ça s'arrête. Puisque de l'autre côté, la Russie a démontré qu'elle était assez prête pour faire face à tout ce qui peut lui être imposé vis-à-vis de cette opération spéciale. La Russie est prête sur le plan matériel et sur le plan stratégique. À partir de cet instant, il ne s'agit plus aux Européens et aux Américains que de décider de mettre fin à cette barbarie où ils ont compris, quand même après 2 ou 3 ans, qu'ils ne peuvent plus arriver à leur fin, qu'ils ne peuvent plus remporter la guerre. Ils ont perdu énormément de batailles et aujourd'hui, ils sont en passe de perdre complètement
cette guerre. Et je pense que c'est tout à l'honneur de Donald Trump d'y mettre fin. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit que nous prêtons un espoir vis-à-vis de cela. Mais nous attendons de voir ce qui va être. Est-ce qu'il va joindre la parole aux actes ou pas? S'il le fait, c'est tant mieux et le monde va se porter beaucoup mieux à travers la fin de cette guerre qui a quand même un impact considérable sur le plan économique au niveau des transactions internationales. C'est de cela qu'il s'agit. Mais sinon, pour tout ce qui reste, ce qui concerne Donald Trump, c'est le président des Américains, c'est les Américains qui l'ont élu pour défendre les intérêts des Américains. Donc nous ne comptons pas sur Donald Trump pour faire plus que ce pourquoi les Américains l'ont élu, c'est-à-dire défendre les intérêts et profiter à mettre en place son programme pour lequel les Américains l'ont élu. Voilà. Pour sortir, doyen, sur la prudence du Kremlin, pour Habib, il ne s'agit pas seulement de la Fédération de Russie, mais tout le monde aujourd'hui se montre prudent, tout de même sur la posture de Donald Trump. Ira-t-il au bout de ses promesses, quitte à se mettre à dos le deep state américain, patient parfum d'homme? De toute façon, à la place de Donald Trump, on avait encore plus j'allais dire, déréglé, M. Biden. Il a vu le résultat. Donc, Donald Trump, s'il tient à ses promesses et il accepte, n'est-ce pas, de venir à la table de négociation pour permettre au monde de respirer, parce que cette guerre-là a rendu le monde irrespirable, il faut le dire, tant mieux. Mais s'il refuse d'affronter le deep state, n'est-ce pas, l'État profond américain, et se soumet à eux, parce qu'il aurait de pression de gauche à droite, bon, ce que je ne le souhaite pas, tant pis. Nous allons assister à une nouvelle confrontation avec le reste du monde, et je ne suis pas sûr que ce sont les États-Unis qui en sortiront gagnants. Je n'aime pas beaucoup les chiffres, parce que les chiffres ne me disent pas souvent grand-chose. On peut les manipuler comme on veut. Mais allez voir le dernier contrat que la Russie vient de signer avec l'Inde pour la livraison de pétrole pour plus d'une décennie, pour que cela vous donne une idée de ce qui risque de se passer. Donc, à partir de ce moment-là, que les Américains comprennent très bien que le monde évolue. Et Donald Trump, je crois, le premier le comprend très bien. Ça peut faire partie d'une de ces blagues, mais attention, quand c'est quelqu'un comme Donald Trump qui sort une idée comme celle-là, je ne la prends pas comme une blague. Quand il propose que pour lui, les États-Unis doivent être rejoints par deux pays qui vont constituer de nouveau la Fédération des États-Unis, à savoir le Canada et le Mexique. Et ça veut dire qu'on se projette déjà, on regarde tous ces enjeux. De tous ces enjeux. Donc je me tourne vers mon continent pour leur dire, quand patient parfum dont vous parle, une fédération veut se renforcer alors que vous faites semblant de ne pas le voir. On peut penser que c'est une blague, c'est une boutade, tout ce que vous voulez, mais que cela sorte de la bouche de Donald Trump, moi je le prends très très au sérieux, parce qu'il comprend très bien que le monde de demain ne peut pas être dominé par les piliers de ce monde ancien que nous avons aujourd'hui, qui ne correspond plus à rien en termes de rapport entre puissance et force. Voilà. Merci à vous, patient parfum d'homme. Merci également à vous, Habib Boubacar Touré, depuis Niamey au Niger. Avec vous, nous avons pu parcourir justement l'une des principales résolutions du dernier Conseil des ministres, tenu d'ailleurs le 12 décembre. Parmi d'ailleurs, parlant de cette principale résolution, cette plainte qui sera donc déposée par le Niger contre le média français Radio France Internationale pour incitation à la violence, mais surtout au génocide. Avec vous également, patient parfum d'homme, nous avons un peu parcouru cette nouvelle stratégie de l'OTAN qui ne parle plus forcément de soldats pour aller affronter la Fédération de Russie, mais qui nous parle d'une force de maintien de la paix, même si les objectifs restent les mêmes, au-delà de ce qu'on pourrait éventuellement penser. On va y déployer des soldats qui étaient en stationnement. On comprend pourquoi on a voulu. Au Tchad, un peu partout. On comprend pourquoi on a voulu accélérer ce retrait anticipé des soldats français du Tchad, puisqu'on voudrait ouvrir un autre théâtre du côté de l'Ukraine. Merci à vous, messieurs. Merci surtout à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. C'était le dernier numéro de votre émission Le Point sur l'actualité. Très bon début de week-end à tous.